Bon, alors voilà, c'est la 78e revue de la semaine et ça commence par un générique, évidemment. Je vous parle d'abord de l'actualité, comment faire autrement, puisque nous sommes à la veille d'un week-end qui va être extrêmement agité avec la nouvelle mobilisation nationale et locale du mouvement dit des Gilets jaunes dans tout le pays. Ce sera le 1er et sans doute aussi le dimanche 2 décembre que tout cela va avoir lieu. Alors, je voudrais d'abord vous dire que j'observe, comme tout le monde, très attentivement ce qui se passe un peu partout. J'ai pu suivre sur Canal Phi des reportages qui venaient du terrain, mais d'endroits qui ne sont pas du tout les endroits qui sont sous le regard des médias traditionnels. J'ai été frappé de voir que partout remontaient dans le vocabulaire ordinaire des expressions et des idées qui me sont chères, comme le rétablissement de l'impôt sur la fortune pour payer l'abolition des surtaxes, comme le mot révolution citoyenne, que j'ai même entendu sur un canal très officiel de télévision, porté par un gilet jaune, des assemblées citoyennes, etc., etc. Par conséquent, je vois dans ce mouvement, comme l'intellectuel que je suis, quelque chose qui confirme les thèses et l'analyse et les prévisions du livre L'Ère du peuple et de ses analyses sur ce que sont les nouveaux mouvements d'ampleur dans le monde, tels que il paraît qu'on dit que les mouvements des Gilets jaunes vus depuis les États-Unis d'Amérique sont présentés comme une nouvelle révolution française. Même si je suis tout à fait capable, comme tout le monde, de faire la part des choses, je dois dire que ce mouvement a en effet un contenu insurrectionnel qui est avéré sur certains points du territoire. Prenons l'exemple de l'île de la Réunion, et on voit que ce contenu insurrectionnel s'affiche, c'est toute une population qui participe au mouvement et qui s'auto-représente dans le mouvement, en créant des structures particulières. Là, ce sont des barrages, mais aussi des assemblées citoyennes. Alors naturellement, personne ne peut dire comment ce mouvement va se dérouler, se développer. Nous autres, les insoumis, la consigne que nous nous sommes donnée entre nous, c'est d'être présents comme des poissons dans l'eau, d'être au service, d'être des facilitateurs, surtout en prenant toujours bien garde à ne jamais dépasser une limite qui ne doit pas être franchie si l'on veut que le mouvement garde et même étende sa puissance de contagion. C'est-à-dire qu'il faut que le mouvement s'auto-organise, s'auto-contrôle. Et par conséquent, je pense que notre tâche, maintenant, non seulement doit être de faciliter, parce que des fois on rend service, les militants insoumis ou les personnes engagées chez les insoumis ont un peu d'expérience qu'ils peuvent mettre au service des autres, puis de toute façon, s'ils sont là, c'est déjà un grand bon point, parce qu'ils aident au travail qui s'accomplit sur ces barrages, qui doivent rester bon enfants comme ils le sont, plutôt détendus, toujours courtois avec les gens auxquels ils s'adressent et qu'on filtre, hein, comme vous le savez, ce sont des barrages filtrants, de manière à conserver la sympathie du très grand nombre. Et surtout, je le rajoute, en prenant le risque de ce que je veux vous dire à cet instant, il faut que ces mouvements soient indemnes de violence. Nous autres insoumis, nous pratiquons, nous voulons, nous souhaitons une stratégie totalement non violente. La violence divise le mouvement. La violence écarte du mouvement ceux qui sont indécis ou hésitants et qui ne veulent pas être pris dans des actes auxquels ils ne veulent pas participer ni même encourager. Et surtout, la violence sert la propagande du pouvoir qui en a besoin. Et vous avez pu voir la semaine dernière comment ils ont usé et abusé des images sur les Champs-Élysées qui, pour certaines chaînes, étaient les seules images qui étaient diffusées la journée durant. On n'a pas vu un barrage en province, ou alors très épisodiquement, tandis que les mêmes 200 mètres de Champs-Élysées sur lesquels il y avait des petits incendies étaient filmés sans aucun recul d'ailleurs, parce que ceux qui dénonçaient des casseurs, ou comme un ministre l'a fait en disant que c'était la peste brune qui avait tout cassé sur les Champs-Élysées, alors même que précisément tout n'a pas été cassé sur les Champs-Élysées, loin de là, seulement des barrières de chantier, ce qui quand même porte un petit peu à réfléchir. De même que parmi les personnes qui ont été interpellées ce jour-là, il y en a eu beaucoup, eh bien en réalité, on découvre qu'il n'y a quasiment personne
qui soit remarqué comme étant membre de l'extrême droite ou membre de l'extrême gauche. C'est donc un pur bobard, une invention pure et simple qui a été faite par le pouvoir pour essayer dès le matin de dissuader les gens de manifester. Attendez-vous donc à ce que samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre, vous ayez de nouvelles provocations médiatico-gouvernementales pour faire croire à une émeute de violence. Évidemment, vous aurez également droit au traditionnel, habituel, sempiternel, éternel slogan qui vient à chaque manifestation, c'est-à-dire « le mouvement s'essouffle ». Donc pendant toute la semaine, toute l'officialité médiatique va répéter que le mouvement s'essouffle, et samedi ils diront le mouvement s'essouffle, ils commenceront par ça, ils diront qu'il y a moins de gens que la semaine d'avant, etc., etc. Donc vous autres qui avez appris à décrypter, qui savez qu'il y a un parti médiatique qui répète en boucle des slogans à chaque occasion, toujours dans le même sens, vous devrez n'en tenir aucun compte et ne pas les croire. Par contre, je vous invite à publier le plus possible de vidéos sur les réseaux sociaux. Il y en a que vous pouvez d'ailleurs envoyer comme reportage à Canal Phi pour qu'on voit quand il y a du monde sur un rond-point, sur un barrage, quand il y a du monde qui se rassemble pour que le démenti puisse être apporté par des images que vous-même vous tournez. Alors, ceci posé, il faut maintenant se demander une deuxième chose. C'est ce qu'a voulu faire le président de la République avec son discours. Vous savez que mardi, il s'est exprimé pour parler de la transition écologique. C'était un moment assez étrange, déjà, avant même qu'il ait lieu. En effet, j'ai reçu un courrier, comme d'autres présidents de groupe, et dit « Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous êtes invités à venir écouter le chef de l'État devant le Conseil de la transition écologique. » Pourquoi pas ? Mais on se demandait à qui il parlait. Aucun d'entre nous ne savait qu'il ne s'agissait que des présidents de groupe. On pensait que tous les parlementaires avaient été invités. Ça paraissait bizarre que le chef de l'État invite toute l'Assemblée nationale à aller l'écouter pour un discours. Et ensuite, on a découvert que c'était donc les présidents de groupe qui étaient invités. Et alors là, deuxième moment de stupeur, parce que nous étions invités à venir à 11h, et à 11h dans toutes les assemblées, c'est-à-dire au Sénat comme à l'Assemblée nationale, c'est l'heure de la réunion de ce qu'on appelle la conférence des présidents, c'est-à-dire justement les présidents de groupe plus les présidents de commission qui se réunissent pour établir l'ordre du jour de leur assemblée pour la semaine qui vient. Et ça n'a rien de secret, et ça n'a rien non plus de, d'imprévu ou de coutumier. C'est une organisation régulière de la vie de nos assemblées, et d'ailleurs il y a un ministre qui y siège, qui est le ministre des Relations avec le Parlement, qui aurait donc parfaitement pu prévenir les services de l'Élysée qu'à cette heure-là, il vaut mieux pas convoquer les présidents de groupe, puisqu'ils sont déjà convoqués pour participer à une conférence. Donc c'est un signal assez intéressant de la confusion qui existe dans l'équipe majoritaire gouvernementale entre ceux qui sont à l'Élysée, ceux qui sont au gouvernement et ceux qui siègent dans les assemblées, parce que tout ça c'est le chaos et on a l'impression qu'ils ont perdu la main, qu'ils ne savent pas organiser correctement leur travail. Donc on a entendu le discours du président de la République qui a été d'entrée de jeu, annulé par lui-même. Il s'est lui-même créé un trou d'air dans lequel il est tombé, c'est qu'il commence par dire « je ne changerai rien ». Si vous ne changez rien, alors à quoi vous parlez ? Il a donc fait un discours avec une série, comme d'habitude, de bonnes intentions générales et de remarques, bien sûr, dont une série sont intelligentes et correspondent à la situation, mais ce qui ne correspond, on ne demande pas au président de la République, dans le contexte dans lequel on est, de nous faire une dissertation publique sur la transition écologique. On lui demande de répondre à une situation qui n'a rien à voir avec l'écologie, c'est d'avoir provoqué une insurrection sociale et une insurrection citoyenne à propos d'une mesure fiscale qui n'a qu'un rapport assez détaché avec l'écologie, comme vous le savez aussi bien que moi, parce que sur le total de la somme qui va être recueillie par la surtaxe, il n'y en a que 19% qui va aller dans des budgets affectés à la transition écologique. Tout le reste, c'est pour la caisse de l'État. Alors c'est bien quand on remplit la caisse de l'État, mais pas quand on la remplit parce que d'autres l'ont vidée. Et là, en l'occurrence, la somme correspond exactement à l'argent qui a été donné par l'abolition de l'impôt de solidarité sur la fortune aux riches de notre pays, et j'ajoute les très riches de notre pays. Et les très riches de notre pays, les 100 personnes les plus riches de France,
ont touché, grâce à la suppression de l'impôt sur la fortune, un chèque de 1 million d'euros. On parle d'1 million d'euros pour 100 personnes. C'est une somme considérable et c'est une injustice totale. Aller prendre dans la poche de ceux qui ont besoin de ces 3 milliards, les 3 milliards que les autres ne veulent plus donner, c'est pas qu'ils veulent plus, c'est qu'on ne leur demande plus, et que d'ailleurs, ils n'avaient rien demandé à M. Macron. Il a donc fait ça d'après sa théorie complètement idéologique, d'après laquelle plus on donne d'argent aux très riches, plus ils vont, et les miettes qui vont ruisseler seront plus grosses. Ça ne s'est jamais prouvé, et d'ailleurs, je fais remarquer qu'aujourd'hui on a appris qu'un député de La République En Marche, reprenant un argument des Insoumis, dit on voudrait vérifier ce que les bénéficiaires de cette annulation d'impôt ont fait de cet argent, est-ce qu'ils l'ont remis dans l'économie? Je vous rappelle, à vous qui me suivez et qui écoutez ce que je dis et me faites l'amitié souvent de le commenter, que c'est exactement ce que j'ai dit à Monsieur le maire quand cette décision a été adoptée. Je lui ai dit, mais vous partez d'une idée qui n'existe pas, à savoir que l'argent que vous leur donnez va être placé dans l'économie réelle. Je vous prends les paris que ça va être placé dans la spéculation et non pas dans l'économie réelle. Et évidemment, les chiffres prouvent que j'ai raison, parce qu'on ne retrouve pas l'argent qui a été distribué à ces gens en investissement, on ne la retrouve pas en salaire, on ne la retrouve pas en consommation, elle est partie dans la bulle financière. Donc vous voyez que les pronostics que nous avions déposés sont justes. Mais je reviens au discours écologique du chef de l'État sur l'écologie. Bien, au passage, j'ai eu la joie, je peux le dire quand même, de voir récupérer un mot de mon vocabulaire. Peut-être que vous l'avez noté, il a parlé d'écologie populaire. Et l'écologie populaire, c'est le discours que j'ai fait à Corbeil pendant la préparation de la malheureuse pour nous élection dans la première circonscription de l'Essonne, et j'ai fait dans le quartier des Tarterets, quartier populaire s'il en est un discours pour expliquer ce qu'est l'écologie populaire. Alors évidemment, l'écologie populaire, c'est déjà une écologie qui prend des mesures qui ne sont pas contre le peuple, déjà pour commencer. Moi je ne veux plus entendre, comme je l'ai entendu, une brave dame dire à la télévision, écoutez, nous, l'écologie on est d'accord, mais on n'a pas le moyen de payer. Cette dame a dit une chose qui montre que la propagande du gouvernement a fait son effet. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec l'écologie, la somme qui est demandée. Et il y a tout à fait la possibilité de faire la transition écologique sans rançonner le commun des mortels. C'est même le contraire. C'est en l'aidant à vivre mieux qu'on va l'aider à se comporter d'une manière écologique. C'est pourquoi notamment je propose qu'il y ait 14 tranches d'impôts pour que ce ne soit pas le cœur des imposables qui payent tout. Et qu'est-ce que ça rapporte d'étaler comme ça la dépense? Tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieront moins. S'ils payent moins, ils sont donc en état de s'offrir des produits bio de meilleure qualité, parce que comme vous le savez, ça coûte plus cher, parce que ça demande plus de temps pour être produit, l'agriculture biologique, la nourriture de bonne qualité. Donc vous voyez que faire gagner du pouvoir d'achat aux gens ordinaires, aux gens simples, aux gens du commun, c'est leur rendre possible une meilleure pratique écologique de leur existence et de leur alimentation. Ça, c'est le premier aspect de l'écologie populaire. Et le deuxième, c'est évidemment d'être capable de désigner l'adversaire. Pardon, mais dans l'écologie aussi, il y a deux camps. Il y a le camp du peuple et le camp de l'oligarchie. L'oligarchie, c'est le petit nombre des très riches. Parce que les très riches n'investissent pas de l'argent dans la transition écologique. Ils n'investissent pas pour acheter des nouvelles machines, ils n'investissent pas pour faire de la recherche, pour trouver des nouveaux matériaux et de nouveaux process de production. Au contraire, quand ils investissent de manière spéculative, c'est pour amplifier leurs profits, quelle que soit la méthode par laquelle ça se fait. Et puis de l'autre côté, il y a la masse des gens, dont les impôts servent aujourd'hui à aider les plus riches à utiliser cet argent pour la spéculation. Donc oui, il y a une contradiction, parce que l'oligarchie, c'est-à-dire les très riches, les très puissants, n'investissent pas comme ce serait leur devoir, puisqu'il paraît que c'est ça que nous permettrait le marché. Le marché serait censé allouer la somme au bon endroit. Non, il ne l'alloue pas du tout au bon endroit. Donc il y a contradiction dans la bataille écologique entre les intérêts de l'oligarchie, qui sont des intérêts particuliers, sur lesquels il veille avec beaucoup de soin, et le peuple qui lui porte l'intérêt général, celui du très grand nombre, qui est de sauver l'écosystème. Et le peuple est capable d'avoir cette pensée globale
l'oligarchie en est incapable, et d'ailleurs c'est ce qui se passe à l'échelle du monde. Le représentant de la première oligarchie du monde, le président Trump, ne veut plus entendre parler de transition énergétique, ni même de crise climatique, qu'il assimile à une mauvaise plaisanterie. Voilà où on en est. Donc l'écologie populaire, ce n'est pas un mot pour, comment dire, habiller de bonnes intentions pour détrousser les gens. L'écologie populaire, ça a un contenu fondamental, et je le redis, c'est un contenu anti-oligarchique, anticapitaliste, comme je viens d'essayer de vous le démontrer, et pro-populaire, c'est-à-dire qui avance avec le peuple pour lui garantir, lui garantir et garantir au très grand nombre un air respirable, une nourriture qui ne soit pas empoisonnante, etc., etc. Alors, ça me fâche d'autant plus de voir la façon avec laquelle le pouvoir traite cette question que vraiment, nous sommes dans un moment qui est délicat. Vous savez qu'il va y avoir la COP 24 qui va avoir lieu en Pologne. Bon. Maintenant on commence à s'habituer à l'idée que, comme de toute façon, les avancées qui se font à l'échelle du monde sont microscopiques, on a un peu tendance à être blasé d'avance, c'est-à-dire, bon, après tout, ils vont se réunir, ce qui va augmenter l'empreinte carbone des réunions internationales, et puis ils vont dire 2-3 bonnes choses, et ensuite ils rentreront à la maison. Oui, mais sauf que c'est tragique, parce que maintenant tout le monde est d'accord pour dire que le seuil est franchi d'irréversibilité du changement climatique. Et donc l'humanité tout entière est confrontée non seulement au fait qu'il faut qu'elle arrête d'aggraver les choses, mais ça c'est presque rien, j'ai envie de dire. Vous savez, l'humanité a déjà fait la démonstration qu'elle était capable de prendre des mesures qui enrayent totalement un phénomène dévastateur de l'écologie. Ça a été le cas lorsqu'on a interdit à la conférence de Montréal les produits qui déclenchaient le trou dans la couche d'ozone. C'est une décision qui a été prise, et bien, à partir du moment où elle a été prise et elle a été appliquée dans les réglementations de tous les pays, eh bien, la planète est entrée dans une phase de récupération, de réparation de la couche d'ozone. Alors, je crois que peut-être que là, ils ont eu tellement peur qu'ils se sont dit, si on continue, tout le monde est rôti. Donc, ils ont compris. Mais ça a été fait. Et la preuve est faite que ça a guéri la planète, ou presque. C'est pas tout à fait réparé, mais enfin, en tout cas, l'essentiel est réparé. Donc, on pourrait, si on prenait des grandes décisions, maintenant, arrêter les effets qui amplifient le changement climatique. Bon. Mais disons les choses comme c'est, ce n'est plus possible. Donc, le GIEC vient de faire, comme vous le savez, le GIEC, c'est le regroupement de 2500 scientifiques dans le monde qui fait des publications, des rapports tous les 4 ou 5 ans, puis il y a des rapports intermédiaires. Bon, dans les rapports intermédiaires, on voit les tendances. Là, le GIEC vient de sortir un document dans lequel il s'alarme de la distance qui est prise avec l'objectif de n'augmenter la température de la planète que d'1,5 degré. Mais alors, les amis, il faut que vous sachiez que 1,5 degré, c'est une vue de l'esprit. Ce qu'il y a dans les documents que chaque pays a envoyés pour montrer comment il allait appliquer l'accord de Paris de la COP 21, c'est 3,5 degrés. Par conséquent, en quelque sorte, l'affaire est dite. Même s'ils respectent leurs engagements, ça sera 3,5 degrés de plus que la température actuelle. Et encore, si tout le monde respecte les engagements. Or, les États-Unis d'Amérique ont décidé de ne pas le faire. Par conséquent, nous sommes dans une autre phase de la pensée de l'humanité universelle. Il s'agit maintenant de trouver des moyens de réparation, et il s'agit maintenant de faire face au changement climatique. Ça veut dire d'avoir des plans prévisionnels du changement climatique. Il y a des tas d'endroits où ça se fait déjà. Je veux dire, au niveau des collectivités, les gens ont compris que comme il va tomber moins d'eau, par exemple, il y a des plans sécheresse, mais qui ne sont pas simplement comment on fait face à une sécheresse à un moment donné, mais qui fait face à, dans la durée, comment gérer de nouveau la ressource en eau pour qu'elle ne vienne pas à manquer. Donc c'est cette écologie de réparation et d'adaptation qui doit être aujourd'hui à l'ordre du jour de la pensée politique et des plans. Je redis le plan. L'affaire du trou dans la couche d'ozone n'a pu être réglée que parce qu'il y a eu un plan mondial qui s'est décliné comme des plans locaux. Donc on ne peut pas faire de transition écologique si on ne fait pas de la planification écologique. Voilà, il faut arriver à comprendre ça. Il ne faut pas se laisser bloquer par le mot planification. Tous les pays du monde ont planifié après la Deuxième Guerre mondiale, et il est absolument absurde de faire de ce mot simplement un appendice de la réalité maintenant terminée quand même depuis un certain nombre d'années de l'Union soviétique. La planification est notamment ce qui permet au gouvernement chinois, par exemple, d'arriver graduellement à réduire sa contribution à la pollution mondiale. Pas assez, hein, je m'empresse de vous le dire. Ils continuent à polluer trop, mais du moins ont-ils mis clairement dans leurs objectifs centraux, et vous savez que les Chinois
ayant un plan, ayant un État, ayant une direction politique, sont capables d'atteindre des objectifs qu'ils se fixent collectivement. Et il y a intérêt pour nous à ce qu'ils y arrivent, parce qu'ils sont 1,4 milliard, et qu'il est tout à fait clair que s'ils vivaient de la même manière que vivent des Français, la planète serait d'ores et déjà bouillie, et ce serait terminé, toute l'eau qu'elle comporte serait partie. Bon, voilà, c'est une image, hein, bien sûr. Voilà la situation. Donc, quand le président parle d'écologie populaire, bon, bien sûr, je suis content parce que j'entends un mot que nous avons mis nous-mêmes en circulation, mais en même temps, je me dis encore quel gâchis, parce que voilà encore un mot qui est utilisé à contresens, voilà encore une difficulté pour arriver à penser. Bon sang, il faut quand même qu'il accepte et que la République En Marche accepte qu'il y ait une contradiction, des débats, et qu'on ne parle pas forcément avec les mêmes mots pour pouvoir opposer des stratégies politiques et que le peuple puisse faire son choix. Mais si ça consiste pour eux à reprendre tous nos mots pour les enfouir dans la bouillie de leurs mesures qui n'en sont pas, il est clair qu'à la fin, même le débat lui-même est devenu difficile, comme la pensée devient difficile quand les mots sont embrouillés. Je voulais vous dire tout ça pour vous dire aussi que j'ai bien compris que son discours n'a servi strictement à rien, sinon peut-être à remobiliser ceux des Gilets jaunes qui se seraient éventuellement fatigués. Par conséquent, je m'attends à un week-end extrêmement actif et je vous encourage à ce qu'il soit actif. De la même manière, nous autres, les Insoumis, au groupe parlementaire, on a fait des propositions de sortie de crise, hein, mais elles se concentrent sur une, c'est elle que je vais une nouvelle fois exprimer devant vous. Il faut abroger la surtaxe sur les carburants et il faut rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune pour que les comptes de l'État soient en équilibre, parce qu'il s'agit de la même somme. L'impôt sur la fortune plus la flat tax, c'est la même chose que l'argent qui va être pris aux pompes à essence dans les poches des contribuables. Voilà. Cette proposition, elle est simple, elle peut être mise en œuvre tout de suite. En effet, la discussion de la loi de finances qui organise le budget de l'État n'est pas finie. Ce texte vient de quitter l'Assemblée nationale et il est parti au Sénat. Donc il est très simple de mettre un amendement au Sénat sur le sujet, et quand ça reviendra en lecture finale à l'Assemblée nationale, on pourra l'adopter. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté à arrêter la mauvaise pente sur laquelle les événements sont partis. Il n'y a pas de difficulté à trouver une sortie politique par le haut. Ce qui est insupportable, c'est de continuer à faire croire que cette surtaxe a un rapport avec l'écologie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que ça coûtera plus cher que les gens rouleront moins. Ce n'est pas vrai. Ils rouleront autant, mais ils devront manger moins, ils devront sortir moins, ils devront se soigner moins, etc., etc., etc. L'argent qui aura été pris à la pompe sera retiré ensuite de l'alimentation, de la santé et des loisirs des Français. Et ce n'est pas juste, parce que c'est uniquement pour financer un manque à gagner, une recette en moins, celle de l'impôt sur la fortune dans le budget de l'État. Alors, bon, nous allons voir maintenant comment tout ça va évoluer. Pour ma part, je suis très attentif au processus qui m'intéresse le plus comme analyste politique et comme militant et dirigeant, bien sûr. C'est le fait que les barrages se transforment en assemblées citoyennes et qu'ils élisent des délégués qui soient les porte-paroles, peut-être provisoires, peut-être d'une semaine sur l'autre, qui permettent à ce mouvement de se doter d'une expression qui lui appartienne totalement, qui soit totalement et complètement sous le regard de ses mandataires. Bon, voilà. Samedi, donc, comme beaucoup d'insoumis, je participerai aux actions, je ne sais pas encore sous quelle forme, et pour être honnête, je tiens à le faire d'une manière qui ne donne pas lieu à des mobilisations de caméras qui rendent toujours toutes les situations extrêmement difficiles à gérer, parce que il y a aussitôt une tension qui se crée tout autour, et ce n'est pas bon du tout, car je ne veux pas d'une quelconque façon pousser à des incidents dans les événements et dans la mobilisation de samedi 1er décembre et de dimanche 2 décembre. Bon, puisque j'ai évoqué un personnage hors sol, je vais vous parler d'un sujet qui lui aussi est hors sol, hors terre, c'est Mars. Vous savez que cette semaine s'est posé un deuxième engin. Je dis deuxième parce qu'il y en a un qui est actuellement en service sur la surface de la planète Mars, qui est l'appareil qui s'appelle Curiosity. Hein. Alors Curiosity, déjà c'est un exploit, il a été posé sur Mars, il circule depuis plus d'1 an. Il y a un poste de commandement en France qui est à Toulouse,
et où on peut suivre les déambulations, parce que chaque jour il calcule l'itinéraire qu'il va faire le lendemain, et l'appareil se déplace. Il est équipé d'un bras qui fait des prélèvements et un petit laboratoire d'analyse. Ce petit laboratoire d'analyse est français, de même que la caméra qui filme tout ça vient de notre pays. Eh bien, sur le nouveau véhicule spatial qui est sur la planète Mars, ce véhicule, bon, alors il est équipé, il roule, ils ont bien déployé, c'est très angoissant, hein, l'atterrissage, ça dure à peu près 7 minutes. Il a bien atterri, c'est la deuxième fois qu'on a été capable d'envoyer un appareil aussi lourd et de réussir ce tour de force. Hein. Les gens, il faut vous représenter ce que c'est. Imaginez-vous qu'on tire une balle de revolver sur un ballon qui est à 1 km, 2 km ou 3 km, la balle arrive, fait le tour, et de la balle descend un petit appareil sur la surface du ballon. Hein. C'est ça qu'on vient de faire. C'est donc une merveille scientifique, technique, et un exploit tout à fait extraordinaire. Donc, ça y est, la machine est posée, elle a déployé ses capteurs solaires, donc heureusement, parce que sinon tout était foiré, hein, c'était tout perdu, il y a déjà eu bien des malheurs, hein, avec cette expédition, elle a été annulée une fois, enfin bref. Et les batteries qui sont dans l'appareil, elles n'ont que 48 heures. Donc si 48 heures après, vous n'avez pas déployé les petites ailes photovoltaïques, terminé, il n'y a plus d'expédition. Donc ça a marché. Et on va poser sur le sol un sismographe, et c'est ce sismographe qui va... un sismographe, c'est une machine qui envoie des ondes et qui analyse le retour des ondes en question, ou la manière avec laquelle ces ondes se déploient à l'intérieur d'un matériau. Alors, suivant que ça va plus ou moins vite, ben, on en déduit quel est le matériau qui se trouve sous Terre. Donc là, il s'agit d'analyser la constitution de la planète Mars. Bon, alors le sismographe qui a été posé là, ben, lui aussi, il a été produit par des équipes d'ingénieurs et techniciens français, et vous vous doutez que mon cœur bondit d'allégresse en le sachant, comme beaucoup de gens, je crois. Et hier, il y avait, avant-hier, quand la sonde s'est posée, il y avait une émotion extraordinaire. J'aurais aimé d'ailleurs participer à ce moment, si j'avais pu être là, si j'avais su que ça se passait, je pense que j'aurais pu y aller. J'aurais adoré être avec eux, parce que ce sont des moments très importants dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si notre planète Terre finira vide, sèche, déserte et torréfiée comme la planète Mars, depuis qu'elle a perdu toute l'eau qui s'y trouvait. Mais peut-être cette eau est-elle sous la croûte. Bon, mais en tout cas, si planète Terre dure, alors ce que nous sommes en train de faire sur Mars est extraordinaire. Vous verrez que viendra le jour où le roman de science-fiction de Ray Bradbury, Les Chroniques martiennes, sera un vrai sujet, et on verra s'il était prémonitoire ou pas, puisqu'il est question, dans certains plans, de terraformer Mars, c'est-à-dire de l'aider par différents procédés à récupérer une atmosphère et donc à redevenir une planète habitable. Alors, je crois qu'il faut, nous autres, les humains, qu'on ait comme ça des grands rêves, qui sont en même temps des rêves solides et concrets, parce que pour y arriver, il faut fabriquer des fusées, il faut fabriquer des appareils qui analysent, il faut de la science, il faut de la technique, et toutes ces choses-là sont bonnes, parce que c'est la meilleure part de l'homme quand elle est utilisée à des fins de cette nature. C'est peut-être la pire quand elle est utilisée aux fins que vous connaissez, et ou même lorsqu'elle donne la pensée d'un délire technicien qui pourrait faire penser qu'on règle tout par la technique, et que plus il y a de technique, mieux c'est. Non, c'est pas vrai, hein. On doit aussi apprendre un peu des philosophes, même si on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit. Un philosophe comme Jacques Ellul nous a appris beaucoup de choses sur une certaine mise à distance qui est nécessaire à l'égard de la foi aveuglée dans le progrès spontané, sui generis de la condition humaine à partir des progrès de la science et de la technique. Bon, si cette revue de la semaine vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, parce que nous, ça nous encourage vraiment beaucoup. Et puis, si ça vous a plu au point d'avoir envie de revenir, vous pouvez vous abonner, parce que c'est gratuit, hein, quand même, c'est pas tous les jours qu'il y a des choses gratuites. Et puis, pour moi, ça m'aide parce que ça valorise cette chaîne de télévision particulière, on appelle ça comme ça maintenant, une chaîne, hein, sur YouTube. Et vous la retrouvez, elle a été installée sur Canal Phi, qui est à votre portée, sur lequel vous pouvez vous connecter. Et j'ajoute que vous pouvez, quand vous regardez Canal Phi, sur votre téléphone, vous pouvez l'envoyer dans votre téléviseur et suivre la télévision des Insoumis directement sur votre téléviseur. Le rêve.